Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. Nous avons installé nos caméras aujourd'hui au mémorial de Caen à l'occasion des Assises de la Normandie, 3e du nom, organisée par le journal Ouest France. Une manifestation consacrée à l'événement de l'année, à savoir le 75e anniversaire du débarquement, avec cette question: quel avenir pour le tourisme de mémoire après la disparition des derniers vétérans, ces héros de juin 1944? Comment continuer à leur rendre hommage et maintenir en même temps cette filière touristique? Jusqu'où faut-il aller? Peut-on parler de commerce de guerre? Eh bien, nous allons parler avec nos invités et ouvrir le débat. Nathalie Workington, bonjour. Vous êtes directrice du Centre canadien Juno Beach à Courseulles-sur-Mer. Nathalie Marie, bonjour. Vous êtes directrice du Festival international du film de la Seconde Guerre mondiale à 40 ans. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Joseph Zimet, bonjour. Vous êtes directeur de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Est-ce que l'on peut comparer justement les deux guerres et les retombées? On va en parler avec vous dans un instant. Mais d'abord, avant de vous laisser la parole, eh bien, je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies cette semaine à l'entrée du mémorial, justement. C'est le 75e anniversaire. Et c'est très important pour l'avenir, pour ne pas commettre peut-être les mêmes erreurs qu'avant. Et savoir d'où on vient, c'est très important aussi. Avec la disparition petit à petit des vétérans, vous ne pensez pas que l'histoire va s'effacer? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on voit encore beaucoup de jeunes ici. Vous avez vu les jeunes qui sont là? Je trouve que les adultes qui sont là maintenant, ils devraient prendre, même s'ils n'ont pas participé, ils devraient plus nous impliquer dedans pour qu'on soit bien au courant de l'histoire de la France, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne savent toujours pas le déroulement de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est battu, qui confondent des guerres. Enfin, je trouve ça dommage. Je pense que c'est important qu'il y ait des choses qui restent, avec des films, avec des témoignages, avec des guides. Enfin voilà, c'est très très important. Vous iriez sur Internet chercher des informations sur la Seconde Guerre mondiale, vous? Si on doit faire un travail dessus, oui. Après, si on habite à Caen, il vaut mieux aller visiter le musée. Il faut vraiment que ça reste... Je pense jusqu'à la fin de notre histoire de notre pays, c'est vraiment quelque chose d'important. Et même nous qui sommes adolescentes, on peut transmettre aux générations futures ce qui s'est passé. C'est notre histoire, quoi. Donc comme tout ce qui s'est passé dans notre histoire, je pense que c'est bien de s'en rappeler. Voilà, c'est bien de se rappeler de ce qui s'est passé dans notre histoire, disait cette jeune femme. Nous sommes à moins de 100 jours du 6 juin et de ces commémorations du 75e anniversaire du débarquement. On a assez peu d'infos sur ce qui va se passer, sur les cérémonies qui viendra, le nombre de chefs d'État. On a connu un 70e anniversaire magistral avec cette superbe cérémonie sur la plage de Ouistreham. Plus d'1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde, 5 millions en France. Nathalie Workington, vous êtes directrice du musée canadien de Juno Beach à Courseulles-sur-Mer. Qu'est-ce que vous attendez de ce 75e? De ce 75e, c'est une sorte de vitrine quelque part, pour la Normandie et pour les musées que vous représentez. Oui, c'est l'occasion de rendre hommage bien sûr aux vétérans qui vont nous rejoindre, parce qu'il y en aura quand même encore quelques-uns. Et puis c'est surtout l'occasion d'avoir un grand événement qui va attirer des visiteurs, qui va attirer les médias et qui vont permettre à des musées comme le nôtre de pouvoir être plus visibles et que leur travail qui est fait à longueur d'année en direction de la transmission de la mémoire puisse être vu. Ceci étant dit, les cérémonies comme celle-ci, ce sont des choses ponctuelles. C'est un outil dans la boîte à outils de la médiation et du travail de mémoire. Est-ce que c'est un plus, justement, ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Bien sûr, il faut des grands temps forts comme ça. De toute façon, il faut aussi que les gens puissent se rassembler sur des événements de ce genre et puis être autour des vétérans. Ça, c'est quelque chose que dont le Normand a besoin. Joseph Zimet, vous êtes directeur de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, je le disais. Vous avez organisé toutes les commémorations depuis 2012. Quand on pense à ces cérémonies, on pense évidemment aux victimes. 20 millions de morts sur la guerre 14-18, 60 millions sur la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que l'on peut faire vivre l'histoire de la même manière, sans les témoins directs? On en parlait avec Nathalie Workington. Quand il n'y a plus les vétérans, quand il n'y a plus les poilus, est-ce que ça change? Qu'est-ce qui change? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Première Guerre mondiale est une matière extrêmement vivante dans notre pays, car elle est présente dans les familles. La Grande Guerre est une mémoire familiale, proche des gens.
C'est une mémoire territoriale, ancrée dans le monument aux morts de chaque village. Elle est extrêmement présente, c'est paradoxal, un siècle plus tard. Et cette mémoire sociale a été fortement réactivée pendant le centenaire. Ce n'est pas une rupture, car elle a toujours été là. Le retour de 14-18 dans l'espace public, c'est les années 80. Ça s'est vu dans le roman, dans le cinéma, dans la bande dessinée. Alors, on a vécu un centenaire qui peut paraître paradoxal, d'une grande fécondité, une grande vitalité, sans témoins. Et ce qu'il faut, je crois, retenir pour ici, c'est que l'effacement des témoins ne marque absolument pas une césure en termes de vitalité commémorative. C'est en fait tout le contraire, paradoxalement. L'effacement, la disparition des témoins rénove, permet de faire émerger de nouveaux acteurs, de nouvelles formes, de nouveaux supports de commémoration. Alors quel avenir pour le tourisme de mémoire? C'est la question qui était posée au cours de ces assises de la Normandie au Mémorial de Caen cette semaine. Ce 75e anniversaire du débarquement est annoncé comme le dernier grand anniversaire avec les vétérans, les quelques rescapés de cette Seconde Guerre. Nathalie Marie, vous êtes directrice du Festival international du film de la Seconde Guerre mondiale qui aura lieu du 2 au 7 juin oui, tout à fait. à Utah Beach et à 40 ans. Même question, qu'est-ce qui va changer une fois que les vétérans ne seront plus là pour vous? Qu'est-ce qui va changer? On va continuer. Vous allez les accueillir, vous, au festival? Oui, cette année, nous allons accueillir, j'ai eu les chiffres ce matin par Sébastien Lenné de la ville de Carentan-les-Marais. Nous étions partis sur une vingtaine de vétérans présents et là, c'est plus de 40 vétérans qui vont nous rejoindre. Donc, c'est très important de les commémorer, de les honorer et à travers eux, leurs camarades qui malheureusement ne sont plus là. Qu'est-ce qui va changer? On a déjà commencé l'après 75e. On y travaille déjà depuis pas mal de temps. Comme disait Joseph, on va commémorer de façon différente. On va utiliser des outils différents pour commémorer. Les familles vont continuer. Les familles de vétérans vont continuer à venir. C'est une démarche qu'ils ont entamée avec leurs parents. Oui. Alors ces grands anniversaires, c'est l'occasion justement de montrer au monde entier. On parlait de milliards de téléspectateurs devant les cérémonies du 6 juin lors du 70e. Est-ce que le tourisme de mémoire s'essouffle? C'est ça la question. Eh bien, la réponse est non, puisqu'on compte 51 sites dans la région, faisant référence à la bataille de Normandie ou au débarquement. 51 sites. On va voir simplement ces quelques chiffres, c'est important. Et 5 millions de visites chaque année. Une hausse de fréquentation. Il ne s'essouffle pas, ce tourisme de mémoire. Une hausse de fréquentation de 30% en 20 ans. On pourrait ajouter 600 000 nuitées d'hôtels par an. Il y a donc une vraie économie des hôtels. Et pour le 75e, déjà, tout est réservé. Qu'est-ce qui attire les visiteurs, selon vous? C'est quoi? C'est l'histoire? C'est la guerre? C'est la souffrance peut-être des victimes, Nathalie Worthington? Nous, en tout cas, pour les 30% de visiteurs canadiens qui visitent le centre Juno Beach, on sait pourquoi ils viennent. Ils reviennent sur les traces de ceux qui sont venus ici combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a 50% de ces visiteurs-là qui sont des enfants, qui sont des descendants de vétérans. Et puis au centre Juno Beach, 25% de nos visiteurs ont moins de 18 ans. Donc, ce qui les amène, ce sont leurs familles, ce sont les enseignants, et c'est tout un travail de transmission de mémoire par le biais de la famille et par le biais de l'enseignement. Donc, ce que les gens viennent chercher dans nos musées, c'est peut-être un sens à la mémoire. Est-ce que c'est vraiment la mémoire, c'est l'histoire? Peut-être qu'ils viennent chercher un sens par rapport à certaines choses du monde d'aujourd'hui aussi. Ils viennent peut-être aussi chercher certaines explications et certaines réponses dans des lieux, comme là je parle moi en tant que musée, dans des lieux où des enjeux de société pour lesquels les musées sont des leviers. Alors la fréquentation des musées justement a été multipliée pratiquement par 2 en l'espace de 20 ans. On va voir quelques chiffres. 95 par exemple, 2 900 000 visites. 2014, année du 70e, 5 900 000 visites. Donc il y a de l'avenir. Joseph Zimet, quand je pose la question justement, qu'est-ce qui attire les visiteurs? Je pense que la Normandie est identifiée comme une destination internationale en matière de tourisme de mémoire qui structure l'offre touristique du département, de la région.
Je pense que les infrastructures se sont multipliées, elles se sont améliorées. Il y a maintenant une offre qui est sans doute l'offre la meilleure, la plus complète, la plus diversifiée par rapport aux autres grands espaces mémoriels, 14-18 notamment, où l'offre est plus éclatée. Donc la Normandie est un espace ouvert aussi vers les clientèles internationales. Et vous voulez dire en fait que la Normandie est plus organisée, qu'il y a plus une habitude en fait de commémoration? Je vais finir sur le point précédent si vous permettez. Il y a également la qualité de ce qui est produit par les musées. Les musées ont des collections permanentes, mais ils ont aussi des expositions temporaires. Ce qui fait revenir le visiteur, c'est la qualité de la programmation. Il faut bien comprendre que ce qui fonctionne ici, ce sont des logiques quasiment de saison culturelle. Ce qui fait revenir les visiteurs, c'est l'attractivité de ce territoire, c'est la complémentarité de ce que les acteurs proposent ici en termes d'animation, de festivals, d'actions pédagogiques, d'actions scientifiques, la mobilisation des collectivités territoriales. Et puis, son versant économique avec l'accueil hôtelier et tout ce qui va avec en termes de transport, de services, etc. Enfin, dernier point, c'est les grands anniversaires. Les anniversaires en 5, les anniversaires en 10. Les anniversaires en 10, on sait qu'on a à peu près tous les chefs d'État. Les anniversaires en 5, il y a un tout petit peu de suspense. Donc c'est ce cocktail-là. C'est pas grand-chose pour l'instant. La destination, elle est connue. L'offre, ce sont les acteurs territoriaux qui l'animent et les grands anniversaires sont les catalyseurs, sonnent un peu une espèce de cloche qui fait que tout le monde, tout d'un coup, sait que c'est important. Voilà ce qu'il faut, voilà les 3 ingrédients pour que ça marche. Alors, ce sont des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, parce que ça participe de la promotion de la région et puis de la fréquentation des sites, même si pour l'instant, effectivement, on a du mal à avoir des informations. On ne sait pas combien de chefs d'État seront présents, on ne sait pas s'il y aura une grande cérémonie internationale. Tout ça est un petit peu encore dans le suspense. Nathalie Marie, quand on parle d'économie touristique, justement, la Normandie a une carte à jouer parce que c'est pas que vous êtes de la Manche, mais vous me disiez en préparant cette émission, c'est pas que les usines, c'est pas que le nucléaire, c'est pas que tout ce qu'on entend dans l'actualité. La Normandie, c'est aussi ça. Ce sont ses valeurs. Ce sont ses valeurs, ce sont ses souvenirs, ce sont ces musées, ces lieux mémoriels où les gens viennent se recueillir, les gens viennent chercher l'histoire, viennent s'emparer de ce pan d'histoire. Chaque famille a vécu ce conflit de façon différente et la Normandie permet de fédérer des gens qui habitent dans l'est de la France. C'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de tous les Normands pour vous. C'est l'affaire de tous les Normands et c'est aussi l'affaire de tous les Français. Les Français viennent en Normandie pour comprendre ce qui s'est passé et viennent commémorer avec les Normands. C'est l'histoire aussi des Normands. Vous avez tous le sentiment justement que les Normands, les Français se sont appropriés. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, je vais contredire là, mais il paraît que c'est très bon pour les débats que de ne pas être d'accord forcément avec ses voisins. Alors je pense que la mémoire normande, son seul défaut, si je puis dire, son seul petit défaut dans la cuirasse normande qui est très solide, c'est que ce n'est pas une mémoire sociale aussi partagée, aussi intense que celle de 14-18, qui est une mémoire très unificatrice. Vous savez, l'historien Vivorca avait parlé il y a quelques années, Olivier Vivorca, en parlant de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est une mémoire désunie. Alors, la Normandie est une expérience pas seulement nationale, c'est une expérience aussi internationale. Je pense que sa force, c'est son ouverture internationale, mais elle n'est pas encore, mais c'est mon sentiment, pleinement appropriée dans la mémoire nationale, comme par exemple Verdun ou la bataille de la Marne, qui sont des marqueurs de l'identité française, on va dire, ou du roman national, comme on dit. Je pense que la Normandie peut encore et doit progresser encore un petit peu. Serge Barcellini, le président du Souvenir français, le disait ce matin en disant il faut faire attention, il faudrait juste arriver un petit peu à élargir, à faire que chaque Français puisse trouver un écho. Alors, cet écho, ça peut être, évidemment, tous les Français. Il y a que 177 Français du commando Kiefer qui sont sur les plages. Il y a 1 400 000 morts dans la Grande Guerre pour 8 millions de soldats français mobilisés. Mais il y a les libérations. Je pense que si on arrive à reconnecter le souvenir des débarquements, celui de Normandie, celui de Provence, parce que chaque Français a vu son territoire libéré. Chaque Français se souvient du soulagement de la libération. Là, vous pouvez avoir un matériau mémoriel un petit peu plus composite qui peut être vraiment quelque chose de l'ordre d'un peu d'une mémoire sociale nationale à l'instar de 14-18.
Alors, on va se projeter dans l'avenir, peut-être dans les 50 ans qui viennent. Hein. Est-ce qu'on va tourner une page avec ce 75e anniversaire du débarquement? On le verra certainement dans les semaines qui viennent. Comment faire pour intéresser le public à cette histoire et à ces sites dont on a parlé? On ne manque pas d'imagination en utilisant des outils tout à fait modernes comme le numérique ou le cinéma en 3 dimensions. Ou même, vous allez le voir dans un instant, les simulateurs de vol. Ça fait polémique, ça a fait polémique durant les assises justement de la Normandie, ici au Mémorial. Un tournage sur la bataille de 40 ans avait lieu en septembre dans la région. Il sera projeté, ce film, à l'occasion du 75e, dans la nouvelle salle du musée de Saint-Côme-du-Mont. Vous voyez ce sujet de Hélène Jacques et Alex Conti. C'est une plongée dans le temps, 74 ans en arrière. Dans ce champ de Sainte-Marie-du-Mont se joue une scène décisive de la bataille de 40 ans. Coupé, merci, c'est super. Ici, on est en train de refaire, entre guillemets, la charge à la baïonnette, qui est donc la bataille qui a permis de prendre la ville de 40 ans le 12 juin au matin. Cette bataille de 40 ans, en fait, est assez méconnue à aujourd'hui. Elle a été occultée pendant des années et voilà, on veut rétablir une véracité historique. Pour interpréter cette charge héroïque du lieutenant-colonel Koll et de ses hommes du 502e régiment de la 101e Airborne face aux Allemands, un groupe d'une quinzaine de passionnés de reconstitution a répondu à l'appel de Pascal Villon. Le réalisateur n'en est pas à son coup d'essai. Il y a 5 ans, il avait déjà tourné son premier film en 3D sur la bataille de Normandie. On est dans du documentaire avec beaucoup d'animation, avec beaucoup de cartes, avec du reenactment, enfin ce qu'on appelle le reenactment, c'est-à-dire de la reconstitution avec des comédiens. C'est un documentaire fiction, d'animation, d'histoire. Tout ça, c'est au service du récit pour bien expliquer les tenants et les aboutissants de la bataille de Normandie et puis là, en l'occurrence, de la bataille de 40 ans. D-Day Normandie 1944, dédié aux écrans géants des salles IMAX, a fait un tabac à l'étranger. Il a été traduit dans une dizaine de langues. Aux États-Unis, il est toujours projeté 4 ans après sa sortie. Voilà, la bataille de Normandie en 3D qui fait un tabac aux États-Unis. Hein. Nathalie Worthington, quel est votre regard sur la mise en scène de la guerre à l'écran? Est-ce qu'on ne risque pas de dénaturer ce qui s'est passé et dénaturer l'histoire? Peut-être, mais en tout cas, nous, dans notre musée, ce n'est pas ce à quoi on a recours, mais peut-être qu'il faut que tous les genres soient acceptés. Ils ne sont peut-être pas tous acceptables, mais que le plus grand nombre soit accepté pour pouvoir intéresser le jeune public. Nous, on vient d'ouvrir notre nouveau parcours Explore Juno, qui permet, à travers du numérique, mais pas seulement avec du numérique, avec une scénographie adaptée, de pouvoir emmener les jeunes à travers le parcours, de façon à les emmener à travers des thématiques, à exercer une pensée critique. On s'arrange pour que le numérique ne soit qu'un outil au service de ce qu'on voudrait, de nos objectifs de transmission de la mémoire et du sens qu'on veut donner à la mémoire. Après, on n'est pas dans le spectaculaire, on n'est pas dans le sensationnel, on est dans un travail de fond. Après, c'est un travail de mémoire d'ailleurs, pas un devoir de mémoire. Maintenant, il faut peut-être du spectaculaire aussi pour pouvoir amener les gens vers des centres comme les nôtres. Oui. Est-ce qu'il faut créer de l'émotion, du sensationnel pour faire comprendre, mais pas que ça. Comprendre l'histoire? Il faut... Certains craignent, justement, ça a été posé, cette problématique, au cours de ces assises au Mémorial de Caen. Certains craignent que l'on crée des parcs d'attractions sur le thème du débarquement. Tout le monde a vu ce simulateur de vol au musée de Saint-Côme-du-Mont dans la Manche. Le visiteur s'installe aux commandes d'un C-47. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, Nathalie Marie, vous qui travaillez sur le film de guerre? Alors moi j'ai eu l'occasion de monter dans ce simulateur et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je l'ai fait avec des vétérans. Je ne l'ai pas fait avec monsieur et madame tout le monde, je ne l'ai pas fait avec des visiteurs, je l'ai fait avec des vétérans. Et ce qui m'intéressait, c'était leur visage, comment ils vivaient ce mini-vol. Au début, ils étaient très concentrés. Il y avait beaucoup d'émotions dans leurs yeux parce que le fait d'entendre les bruits, de ressentir ces sensations, je pense que ça les plongeait dans un passé où ils avaient des images peut-être terribles dans les yeux. Mais la guerre, c'est pas un jeu, vous me disiez.
Non, c'est pas un jeu, la guerre. C'est pas un jeu. Mais pour eux, c'était revivre une sensation qu'ils avaient oubliée. Et à l'arrivée, quand cet avion se crache, puisque ça se termine comme ça, à l'arrivée, on les voit sourire parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont vivants, parce que c'est terminé. Ils apprécient ce petit moment. Donc, moi, je suis pas contre ce genre de choses parce que je ne le vois pas comme un parc d'attractions. Joseph Zimez, vous en pensez quoi justement de ces avancées technologiques qui nous permettent de découvrir, ou du moins d'initier peut-être, pas découvrir pleinement, mais d'initier à l'histoire pour le grand public, pour les jeunes notamment, qui montent à bord de ce simulateur de vol, ou peut-être qui vont se mettre devant leur écran et puis découvrir la guerre autrement? Écoutez, dans la rénovation de tous les grands musées 14-18, depuis engagés avant le centenaire, il y a une part de numérique qui est indispensable pour mettre ces musées un peu à la page, au goût du jour. Moi, personnellement, je pense que l'offre en direction notamment des jeunes, etc., doit rester équilibrée. C'est-à-dire, même dans les centres d'interprétation, je pense qu'il faut des objets, le tout numérique. Je trouve manque un petit peu d'émotion, d'incarnation, y compris pour des... Bon, vous avez des musées qui sont vraiment sur le champ de bataille, d'autres musées qui sont à proximité. Après, il y a aussi... nous accueillons en France des équipements qui ne sont pas construits par l'État ou les collectivités territoriales, qui reflètent aussi des cultures muséographiques différentes des nôtres. Vous avez l'exemple dans votre région avec... vous avez le centre Sir John Monash qui vient d'être ouvert par le gouvernement australien à l'est d'Amiens, qui est un centre d'interprétation qui a été inauguré pour l'Anzac Day le 25 avril dernier, pour 70 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, ce qui montre l'attachement des Australiens à leurs souvenirs en France pendant la Grande Guerre. Bon, là, par exemple, vous avez un film, donc le film du centre d'interprétation, qui m'a un petit peu, c'est vrai, moi, remué par son réalisme, par la volonté, si vous voulez, de projeter le visiteur dans une hyper-réalité. Voilà, je me suis demandé comment de jeunes élèves pouvaient réagir face à ça. La manière, justement, excusez-moi, de sensibiliser le jeune public, qui lui... le jeune public, il faut commencer à le sensibiliser dans une éducation dans de la classe. La Grande Guerre, pour ce qui me concerne, qui est ma matière, elle est enseignée en CM2, en 3e, en première. Je pense que c'est là que commence la sensibilisation. Ensuite, donc, pour moi, avant d'aller visiter un lieu, je pense qu'un travail doit se faire en classe, doit se faire à travers le livre d'histoire, à travers la médiation du professeur d'histoire, et ensuite, voilà, d'avoir l'expérience muséale, immersive, et voir après la chose un petit peu plus ludique et attractive, etc. Mais je ne voudrais pas qu'on renverse non plus entièrement la problématique. On commence par des simulateurs de vol avant d'expliquer la bataille d'Angleterre ou le débarquement. Est-ce qu'il faut mettre des frontières justement. Écoutez, les frontières, c'est le bon goût et le bon sens. Voilà, déjà, ça fait deux bonnes frontières. Les et jeux après, vidéo, par il ne faut exemple. pas faire n'importe quoi. Les jeux vidéo Il y a des jeux vidéo sur la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il y en a beaucoup. Tout dépend de la façon dont le jeu est conçu. Nous, on a fait un jeu avec Ubisoft, avec un énorme accompagnement critique sur les matériels, sur les batailles, sur les uniformes, sur les histoires, etc. Donc, tout dépend de la conception, l'écriture, la scénarisation, l'éditorialisation dont c'est fait. Voilà, on peut faire n'importe quoi et puis on peut faire les choses avec un peu de bon sens. Voilà. Nathalie Worthington, justement, quand on parle de jeux vidéo sur la Seconde Guerre, la Première Guerre mondiale, il y a presque un non-sens quelque part dans l'hommage qu'on pourrait rendre aux soldats qui ont péri sur ces plages à côté là. Et le côté ludique du jeu vidéo, la définition même du jeu vidéo qui s'adresse au jeune public et qui est fait pour divertir au début. Moi, je travaille dans un musée canadien où on est plutôt tourné vers le ludo-éducatif plutôt que vers le ludique ou tout simplement sensationnel. Dès l'âge de 7 ans, je crois. Donc, il y a quand même... Pardon ? Dès l'âge de 7 ans. Oui, à partir de 7 ans, nous, on a un parcours qui est adapté pour les petits. Je dirais même que pour les 7-12 ans, c'est même là où on est certainement les meilleurs. Parce qu'on essaie de les attraper avec un petit peu d'émotion au départ, et puis après un temps d'explication, un temps de réflexion. Et puis comme le dit M. Zimez, ce qui est très important, c'est l'avant et c'est l'après. C'est le travail qui va être fait en amont par les enseignants, en aval, et puis aussi le travail avec les familles. Nous, on est un musée vraiment très, très children-friendly, tourné vers la famille. Et le temps d'échange à travers le musée, c'est un temps qui est important, où les parents sont avec les enfants et pour les encadrer aussi dans le cadre de leur visite. Intéressant tout à l'heure au début de l'émission, c'est la réaction, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais de cette jeune qui disait « Moi, si j'ai des informations à aller chercher sur la Seconde Guerre mondiale, eh bien, je vais le faire sur Internet. Mais si je suis près d'un musée, eh bien, ça sera encore mieux. Si j'habite à Caen, ça sera encore mieux, j'irai au musée. » C'est intéressant d'entendre ça, Nathalie Très Marie. intéressant, très très intéressant.
Ça veut dire qu'elle n'est pas cette jeune qui devait avoir une douzaine d'années, scotchée devant son ordinateur, à prendre des informations et à voir des vidéos sur la Seconde Guerre, mais qu'elle accepte en fait de venir avec ses parents ici au Mémorial de Caen par exemple, pour découvrir ce qui s'est passé il y a 75 ans. C'est très très important et très intéressant. On a la chance d'avoir voilà, beaucoup d'outils à notre disposition pour chercher ces informations. Mais on a aussi la chance, ici en Normandie, d'avoir de magnifiques musées qui sont tous complémentaires les uns des autres. Et avoir une jeune fille qui dit « je vais aller au musée chercher l'information », je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse entendre. Verra-t-on un jour le classement des plages au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est la dernière question de l'émission. C'est un dossier qui commence à ressembler à un serpent de mer. On en parle depuis longtemps. C'était prévu, espéré pour juin 2019, ça ne sera pas le cas. Joseph Zimet, vous avez des indiscrétions à ce sujet, non? Aucune. Aucune. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Nathalie Worthington. En tout cas, un souhait que ça se réalise, parce qu'en tout cas, au cours des 5 dernières années, en Normandie, ici, sur les plages du débarquement, j'ai jamais vu autant de vitalité et j'ai jamais vu autant d'énergie et de synergie qu'autour de ce dossier. Il y a une filière qui se met en place, on a signé un contrat de destination tourisme, on voit bien que tout ça, c'est quelque chose qui nous emmène dans la transmission de la mémoire pour donner du sens à tout cet espace historique de la bataille de Normandie. Et tout ce qu'on a vécu là, à travers ce dossier, alors si ça ne se fait pas, ce sera dommage, mais si ça se fait, ça serait quand même formidable. Mais même si ça ne se fait pas, il y aura déjà beaucoup de biens de prix. Nathalie Marie. Oui, ça serait une très belle chose si ça se fait. Effectivement, je rejoins le point de vue de Nathalie Worthington. Oui. Quel serait le profil type, simplement, puisque c'est la question qui était posée au cours de ces assises de Normandie, du visiteur sur les plages du débarquement, demain, grand public, familial, comme on le connaît aujourd'hui? Comment vous le définiriez demain, dans 20 ans, ce visiteur des plages du débarquement? Il ressemblera à quoi? Peut-être une famille où le petit demandera à en savoir davantage sur l'histoire de son grand-père. Le grand-père qu'on n'a pas su écouter. Alors on dira que c'est parce qu'il n'avait pas envie de parler, mais peut-être on n'avait pas envie de l'écouter et que l'histoire, elle s'est perdue. En un mot, simplement. Voilà, c'est ça. Un jeune qui pose la question à ses parents ou à ses grands-parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, j'ai envie de savoir. Vous êtes d'accord avec ça, Josette? Oui, c'est la transmission, c'est la mémoire familiale. Et bien on terminera par ça. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette émission spéciale de Dimanche en politique depuis le Mémorial de Caen à l'occasion de ces assises de la Normandie consacrées au 75e anniversaire du débarquement et à ce devoir de mémoire et à cette transmission de la mémoire et à ce tourisme de mémoire qui fait vivre toute une filière dans la région. Bon week-end sur la 3 et à très bientôt.